Les différences de performance motrice entre deux individus, par exemple en termes de hauteur de saut, dépendent de facteurs environnementaux, mais également des propriétés intrinsèques du système musculo-tendineux. Caractériser les propriétés mécaniques du complexe musculo-tendineux ou musculo-articulaire revient principalement à étudier la force produite, la raideur et la viscosité du système musculo-tendineux. En effet, lorsqu'un muscle se contracte et donc se raccourcit, il étire les structures viscoélastiques, les tendons, qui restituent plus ou moins complètement l'énergie stockée pour participer à la production de force, au mouvement et, in fine, à la performance motrice. Ces propriétés peuvent être étudiées globalement à l'échelle du segment de membre ou, grâce à l'évolution récente des techniques, plus localement à l'échelle de l'organe, c'est-à-dire du muscle ou du tendon. Pour mesurer la force segmentaire, c'est-à-dire d'un groupe musculaire agoniste, on utilise généralement un ergomètre ou dynamomètre. Il permet de mesurer le couple de force, la force multipliée par le bras de levier, en statique ou en isométrique, c'est-à-dire sans mouvement, et en dynamique, notamment en contrôlant la vitesse de mouvement. On parle alors de mesures isocinétiques. Après avoir fixé la posture et le membre testé, on demande au sujet d'effectuer une contraction maximale volontaire. En isométrique, l'angle articulaire est fixé, aucun mouvement n'est possible. On mesure la force, ou couple de force, en fonction du temps pour l'angle considéré. Plusieurs essais sont en général réalisés, de 3 à 5, et le pic de force développé est considéré comme la force maximale développée par le sujet. Si la consigne est de développer une force maximale le plus rapidement possible, on peut également caractériser le taux de montée en force, ou explosivité, comme la pente de la relation force-temps au début de la contraction. En dynamique, le dynamomètre est libre et la consigne est pour le sujet de réaliser des mouvements d'aller-retour, flexion-extension, autour de la position initiale en développant sur toute l'amplitude du mouvement un effort maximal. Quelle que soit la modalité de contraction, concentrique ou excentrique, on peut contrôler la vitesse de mouvement. On parle d'isocinétisme et on mesure alors la force développée à cette vitesse. En général, le protocole consiste en 3 répétitions de flexion-extension pour une vitesse testée. Le pic de force développé au cours de ces 3 répétitions est considéré comme la force maximale développée par l'individu à cette vitesse. Il est ensuite possible de renouveler ce protocole en modifiant à chaque fois la vitesse testée entre 0 et 300 degrés par seconde. Ce type de mesure permet de caractériser le comportement global du groupe musculaire selon la posture et la modalité de contraction étudiée. La force produite par les muscles est transmise au squelette pour produire le mouvement. L'efficacité de la transmission peut être étudiée au travers de 2 paramètres. La raideur, qui caractérise la capacité de la structure à stocker de l'énergie élastique lorsque le système est étiré, puis à la restituer pour produire le mouvement. La viscosité, qui caractérise la dissipation d'énergie, c'est-à-dire la perte d'énergie, lors de la phase de restitution de celle-ci, dans la mesure où le muscle et le tendon ne sont pas capables a priori de restituer 100% de l'énergie initialement stockée. Elle est dissipée sous forme de chaleur. Ces propriétés viscoélastiques peuvent être étudiées globalement au niveau du groupe musculaire ou localement au niveau d'un muscle ou d'un tendon. Plusieurs méthodes peuvent être mobilisées pour déterminer les propriétés viscoélastiques du complexe musculo-tendineux. Il est par exemple possible de déterminer ces propriétés à partir d'un protocole passif, c'est-à-dire avec un muscle non contracté, utilisant des cycles d'étirement-relâchement imposés à vitesse faible, visant à étirer progressivement le groupe musculaire testé et à le laisser revenir à son état initial. Il est possible alors de déterminer la raideur passive de la structure testée, comme la pente de la relation de charge, et la viscosité, comme l'aire comprise entre la courbe de charge et celle de décharge, celle-ci représentant l'énergie élastique qui a été dissipée. On observe que le comportement élastique du système n'est pas linéaire, c'est-à-dire que sa raideur dépend du niveau de contrainte appliqué. Notons également que plus un système est raide, moins il stocke d'énergie élastique, mais mieux il transmet cette énergie au squelette pour produire le mouvement. La vitesse de sollicitation du système, le traitement antérieur du tissu, par exemple des étirements répétés, la température, comme d'autres facteurs, modifient ses propriétés de viscosité. Il convient donc
de bien les contrôler. Les mesures globales des propriétés élastiques qui viennent d'être présentées ne permettent pas de dissocier facilement le comportement des différentes structures croisant l'articulation, les muscles au sein d'un groupe de muscles, les tendons et les structures articulaires. Pourtant, leur rôle dans la création du mouvement est bien différent. Depuis une quinzaine d'années, des chercheurs développent des techniques nommées élastographie permettant d'accéder aux propriétés mécaniques de chaque structure individuellement. Le principe de la plupart des méthodes d'élastographie est d'évaluer l'élasticité d'un tissu en quantifiant par imagerie les effets induits par une sollicitation mécanique. Pour ce faire, une première étape vise à exciter le milieu par l'application d'une contrainte, puis une seconde étape permet de quantifier l'effet de cette perturbation, par exemple mesurer la vitesse de propagation d'une onde qui se propage. Il existe de nombreuses techniques d'élastographie, se différenciant tant par le principe d'excitation que par les méthodes d'imagerie utilisées. Lorsque l'on applique un choc sur un tissu, deux types d'ondes se propagent. Des ondes de compression qui se propagent extrêmement rapidement, typiquement à 1500 mètres par seconde dans les tissus biologiques, et des ondes de cisaillement qui se propagent plus lentement, entre 1 et 20 mètres par seconde. La plupart des méthodes d'élastographie visent à mesurer la vitesse de propagation des ondes de cisaillement dans le milieu, car elle est liée à deux constantes près, à la raideur du milieu. Une des techniques d'élastographie existantes est la technique nommée Supersonic Shear Imaging. Elle permet de quantifier, entre autres, la raideur des muscles, des tendons et des nerfs. Elle fournit à l'écran une image échographique conventionnelle associée à une carte d'élasticité. Dans cette carte d'élasticité, les couleurs froides traduisent de tissus mous ou élastiques et les couleurs chaudes traduisent de tissus durs ou raides. Trois récentes études réalisées avec cette technique permettent de mieux comprendre comment optimiser la production de mouvements de sujets sains ou de patients. Grâce à cette technique, nous savons désormais qu'un protocole d'étirement de 4 semaines des ischio-jambiers est associé à une diminution de la raideur musculaire et en particulier de celle du semi-membraneux. Ceci peut donc avoir un impact sur les protocoles de prévention des blessures survenant lors de mouvements de sprint. Désormais, nous savons aussi que les patients atteints d'une tendinopathie du tendon d'Achille ou du tendon patellaire ont des propriétés mécaniques tendineuses modifiées. Il reste donc à identifier le lien de causalité entre ces deux variables pour adapter les protocoles de prévention ou de rééducation. Enfin, nous avons récemment mis en évidence que l'augmentation de la raideur musculaire chez des patients atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne était un mécanisme hautement impliqué dans leur perte d'autonomie. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo que le mouvement résulte de l'interaction entre le générateur de force, le muscle, et son transmetteur, principalement le tendon. Les travaux récents mettent en évidence la plasticité des propriétés mécaniques du système musculo-tendineux. Cette plasticité des propriétés mécaniques constitue donc un levier fort d'amélioration du mouvement humain sain et pathologique.